Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous continuons avec le premier module portant sur les fondamentaux sur les réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous abordons les architectures de topologie réseau. Je suis Binelé Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Notre présentation est articulée sur les points suivants. Topologie à deux couches, topologie à trois couches, topologie épine-feuille, topologie WAN, topologie SOHO, Small Office, Home Office, et puis l'architecture on-premise et cloud. Alors, nous commençons donc par la topologie deux couches et trois couches. Donc, la conception des réseaux de campus ou les réseaux LAN définit donc trois niveaux hiérarchiques, à savoir la couche d'accès, la couche de distribution et la couche cœur. Donc chaque couche a des particularités et donc par exemple la couche d'accès fournit la connectivité aux utilisateurs finaux et également fournit l'énergie à certains équipements réseau tels que les caméras IP, les téléphones sur IP, donc bref, quelques équipements réseau peuvent tirer leur source d'énergie à partir des ports d'un switch. Et puis donc les commutateurs de la couche d'accès se connectent aux commutateurs de la couche distribution et ils ne doivent pas être connectés entre eux. Donc si nous avons un commutateur et un autre là, appartenant à la même couche, c'est-à-dire la couche d'accès, nous ne devons pas avoir ce type de connexion. Donc, on doit plutôt, ces commutateurs de couche d'accès doivent, par exemple, être connectés à un commutateur, la couche distribution. Et donc, la communication entre les switches 1 et 2 appartenant à la couche accès se passe donc à travers la couche de distribution qui est le LAN switch par exemple 3 ici plus haut. Donc les commutateurs de la couche d'accès ne doivent pas communiquer entre eux. Alors, donc nous avons également la couche d'accès qui fournit les éléments de sécurité tels que on peut définir les contrôles d'accès de sécurité, l'authentification 802.1x, la classification du trafic pour implémenter la QoS. Donc, la couche accès est donc une couche assez importante lorsque nous définissons donc ce réseau à trois couches. Ensuite, la couche distribution est responsable donc de la connexion entre les commutateurs de la couche d'accès. Et puis, la couche distribution également offre des ports avec un débit élevé pour pouvoir effectuer par exemple l'agrégation du trafic provenant de la couche d'accès. Donc traditionnellement, les fonctions de passerelle par défaut du VLAN ou du sous-réseau étaient fournies donc par les commutateurs de couche distribution. Donc pour cette raison, différents types d'applications de sécurité telles que les contrôles d'accès inter-VLAN ont été implémentés dans cette couche-là. Donc la couche distribution va pouvoir donc agréger le trafic, comme nous l'avions dit, provenant de la couche d'accès. Alors, dans les réseaux modernes, cependant, il est également courant de voir des commutateurs de couche d'accès configurés comme passerelles par défaut pour les VLAN. Donc, ça peut également, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus implémentées dans les réseaux aujourd'hui. Donc, nous avons également le niveau central qui connecte donc les commutateurs de couche distribution entre eux et donc est nécessaire pour que le troisième niveau donc hiérarchique soit implémenté. Donc, sa principale fonction est d'acheminer dans le trafic aussi rapidement que possible sur plusieurs chemins redondants. Alors, la figure ci-contre nous donne une architecture à deux couches. Nous avons la couche d'accès, ici bas. Nous voyons comment, au niveau de cette couche d'accès,
les différents commutateurs de la couche d'accès ne sont pas connectés entre eux directement. Donc, ils communiquent. Le graphique entre les différents commutateurs de la couche d'accès passe donc par les commutateurs de la couche distribution pour pouvoir être acheminés. Alors, les commutateurs au-dessus exécutent dans les fonctions de niveau de distribution en fournissant une connectivité de liaison montante pour les commutateurs de la couche d'accès. Donc, lorsque les commutateurs de la couche d'accès sont ajoutés au réseau, il est possible donc d'introduire des commutateurs de distribution supplémentaires pour s'adapter à l'expansion. Donc, ce type d'architecture est facilement extensible. Donc, si le réseau grandit, on va ajouter, par exemple, si on ajoute des switches là, on peut facilement donc ajouter un commutateur au niveau de la couche de distribution pour pouvoir donc permettre cette extension là. Donc c'est extensible. Cette architecture est donc une architecture qui permet une extensibilité un peu plus facile. Ensuite nous avons l'architecture à 3 couches constituée donc de la couche d'accès, la couche distribution, la couche centrale. Donc la couche d'accès, là voici. Les commutateurs ne sont pas connectés entre eux. Pour pouvoir communiquer, les commutateurs de couche d'accès communiquent donc à travers la couche distribution. Donc ce que nous pouvons constater ici, c'est que on fait un découpage donc en plusieurs sous-couches de distribution. Donc la sous-couche de distribution ici est connectée à ces différentes sous-couches d'accès. Et puis cette sous-couche de distribution est connectée à ces différents commutateurs d'accès. Ensuite, plus haut, nous avons également une sous-couche de distribution qui est connectée au commutateur d'accès. Et ensuite, maintenant, les différentes sous-couches de distribution communiquent donc à travers la couche centrale ou la couche cœur. Donc, c'est une architecture déployée donc pour des réseaux LAN assez larges qui ne permettent donc pas d'utiliser une architecture à 2 couches. Donc, lorsque ça permet donc une extensibilité un peu plus souple du réseau et surtout une fiabilité dans la continuité ou alors dans les extensions. Ensuite, nous avons l'architecture Epin-Free ou Spine-Lift. Donc, l'architecture Spine-Lift est une architecture donc, qui est utilisée dans les réseaux de data center. En fait, dans les réseaux de data center qui sont des réseaux assez denses en termes de commutateurs, on ne peut pas utiliser une architecture à 3 couches. Parce que, comme nous l'avions dit, le réseau de data center est un réseau qui devrait avoir une circulation assez rapide de données et donc il ne faudrait pas créer de goulot d'étranglement. Et donc l'architecture Epin-Free a donc été pensée pour pouvoir permettre donc cet échange de données un peu plus flexible. Donc elle est composée de 2 couches, la couche Free et la couche Epin. Et donc là nous avons la couche Free. Notez que tous les commutateurs d'une même couche ne sont pas connectés entre eux. Donc, mais les commutateurs de couches différentes, sont connectés à tous les autres commutateurs de la couche d'une autre couche. Voilà, donc nous avons par exemple les commutateurs de la couche Free qui sont connectés. On a un maillage complet avec les commutateurs de la couche Epin. Donc les commutateurs permettent donc avec cette architecture de pouvoir effectuer un échange un peu plus flexible de données et de pouvoir donc permettre une fluidité des données dans un réseau
data center. Donc, collectivement, les périphériques réseaux sur les deux couches forment ce que l'on appelle dans le tissu de communication ou alors switch fabrique. Donc, les commutateurs Lift, par exemple, constituent la couche d'accès du data center et les serveurs se branchent donc uniquement sur les commutateurs Lift, donc les commutateurs free que voici. Donc, les serveurs vont se connecter donc, sur ces commutateurs Lift là. Voilà. Et puis les liens entre les commutateurs Lift et Spin sont donc des liens de couche 3, donc les liens point à point. Voilà donc pour ce qui est de l'architecture Lift. Et puis nous avons donc la topologie WAN également. Nous avions vu quand nous présentions les architectures de réseau, nous avons vu la topologie WAN. Donc, quelle est la différence fondamentale entre une topologie WAN et une topologie LAN? En fait, la différence se pose au niveau de la possession. Donc, l'infrastructure LAN est possédée par une entité, alors que une entité loue généralement une infrastructure WAN auprès d'un fournisseur de services. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles donc, les LAN sont nécessaires dans les environnements d'entreprise aujourd'hui. C'est que les technologies LAN offrent généralement des vitesses assez importantes, mais limitées par la situation géographique, la zone géographique. Donc, la zone géographique des LAN est relativement petite. Alors, nous avons besoin de LAN dans un environnement de communication assez large. Certains besoins commerciaux nécessitent donc des communications à des sites distants pour de nombreuses raisons. Par exemple, les personnes dans les bureaux régionaux ou des succursales d'une entreprise qui doivent donc pouvoir communiquer et partager les données. Les organisations également pourraient souhaiter partager les informations avec d'autres organisations sur des grandes distances. Et puis les employés qui voyagent ont toujours besoin de se connecter à leurs réseaux locaux pour pouvoir peut-être travailler et puis partager les informations sur leur réseau d'entreprise. Pour toutes ces raisons, donc, nous avons besoin d'une topologie WAN. Donc, le WAN fournit une connectivité entre les bureaux et les succursales distantes d'une entreprise. Donc, il existe deux grandes catégories de WAN qui diffèrent donc par la manière dont différents sites donc peuvent communiquer entre eux. Nous avons les WAN à réseau multi-accès et les WAN point à point. Alors, le réseau multi-accès est le réseau de fournisseurs d'un fournisseur de services qui connecte donc les sites WAN dans un chemin de maillage complet. Donc, tous les sites se voient. Et puis, selon l'infrastructure du fournisseur de services, cette conception peut fournir des meilleures performances donc grâce à la connectivité directe. Quelques réseaux multi-accès. Nous avons le réseau MPLS de couche 3. Nous avons le réseau ILAN Micro Ethernet ou encore le VPLS, qui est donc une technologie assez courue dans les services de fournisseurs d'accès Internet là, et qui permet donc de créer un LAN virtuel donc, pour tous les sites, donc de niveau 2, un LAN virtuel de niveau 2 pour tous les sites, et pour pouvoir donc échanger les informations comme si on était directement connecté dans notre LAN. Donc, nous avons également des technologies plus anciennes comme le frame relay, ATM, qui sont donc plus anciennes. Alors, la topologie WAN multi-accès est donnée donc sur la figure ci-dessous. Donc, nous avons donc les différents sites donc qui sont donc interconnectés au travers le réseau d'un fournisseur d'accès, donc d'un fournisseur de services qui va donc déployer son infrastructure multi-accès ici, qui pourra donc fournir les services soit multi-accès niveau 2 ou multi-accès niveau 3, donc, en fonction
fournisseurs de services. Donc, nous avons également les connexions point à point qui offrent donc une connectivité directe entre deux sites. Là, nous avons un exemple de connexion point à point. Donc, elles peuvent également fournir une bande passante très élevée lorsque nous utilisons par exemple la connectivité par fibre optique. Donc, il est possible également d'acheminer le trafic dans un modèle hub and spoke. Donc, par exemple, nous avons sur la figure ci-dessous, par exemple, ce site qui peut être considéré comme le hub et ces deux autres sites donc, comme les spokes. Donc, spoke. Ça veut tout simplement dire que pour pouvoir communiquer entre eux, ils vont passer à travers le hub. Voilà. Donc, ça, c'est dans les architectures WAN qui sont implémentées également de nos jours. Ensuite, donc, nous avons donc également, toujours pour pouvoir parler de la topologie WAN, nous avons donc parlé tout à l'heure du mode de connexion multi-accès qui a le type multi-accès niveau 2 et niveau 3. Ou alors, maintenant, quelle est donc la différence entre ces deux modes d'accès, niveau 2 et niveau 3? Dans le WAN niveau 2 ressemble donc à un commutateur Ethernet, comme nous l'avions dit. Donc, il va donc fournir une sorte de réseau niveau 2 qui pourra donc être accessible à travers les différents sites. Et puis, le LAN niveau 3, donc, le WAN niveau 3, autant pour moi, lui va permettre donc de pouvoir avoir accès aux différents sites, mais avec une architecture, une infrastructure niveau 3. Donc, tout cela est implémenté ou alors illustré sur la figure suivante. Donc, sur cette figure, comme nous le disions, nous avons ici le fournisseur de services qui a son infrastructure niveau 2. Donc, ça peut être le VPLS. Donc, à travers le VPLS, nous avons les routeurs qui créent donc une frontière de couche 3 qui portent donc le trafic, qui permettent donc de pouvoir interconnecter donc les différents réseaux derrière ces routeurs, comme s'ils étaient connectés donc à travers donc, une infrastructure niveau 2 ici, donc un gros switch, un gros commutateur. Mais en réalité, c'est le service du fournisseur de services qui va donc déployer cette infrastructure et le client de son côté va juste à l'aide des services du fournisseur d'accès va donc pouvoir interconnecter ces réseaux entre eux comme s'ils appartenaient à un même réseau en fait. Donc là c'était donc le WAN niveau 2. Donc le WAN multi-accès niveau 2. Nous avons également le WAN multi-accès. Là, c'est toujours le WAN multi-accès niveau 2, mais sauf que là, nous n'avons plus une frontière en IP. Donc, les sites, au niveau des sites, nous n'avons plus les routeurs, nous avons toujours des switches. Et donc là, nous avons carrément, chez le client, c'est comme s'il avait son réseau niveau 2 uniquement. Donc, nous n'avons pas de niveau 3. Donc, à travers le réseau niveau 2 du fournisseur de services, les différents clients vont se connecter donc à travers leur commutateur de chaque site là, comme si c'était un seul réseau LAN large. Alors, donc, ce sont des architectures assez importantes qui sont implémentées dans les réseaux aujourd'hui. Bon, donc, mais là, avec cette architecture-ci là, l'implémentation est quand même rare. C'est beaucoup plus utilisé lorsque nous avons par exemple des serveurs qu'on veut interconnecter entre eux. Voilà. Donc,
ce sont des architectures qui ne sont pas souvent beaucoup utilisées. Donc, l'architecture qui est souvent beaucoup utilisée pour les interconnexions avec le WAN niveau 2, c'est cette architecture où nous avons donc des routeurs déployés au niveau de chaque site pour créer donc cette frontière. Alors, nous avons également donc les architectures A, les architectures LAN donc de couche 3. Donc, à ce niveau, nous avons donc le réseau fournisseur de services qui est un réseau avec différents sous-réseaux IP, dont nous n'avons plus un réseau niveau 2 ici. Nous avons un réseau niveau 3 et puis des routeurs qui sont donc déployés du côté du client pour pouvoir donc porter le trafic du client d'un site à un autre site. Donc, ce sont des architectures vraiment assez importantes et qui sont donc déployées avec Magistria dans les réseaux aujourd'hui. Alors, poursuivons donc avec la topologie SOHO, qui est une topologie donc pour des petites entreprises et également pour les maisons. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup plus les petites entreprises, donc travaillent donc à domicile et voudraient avoir donc des bureaux adaptés pour pouvoir travailler. Donc, le réseau SHO est une solution donc pour ce type d'exigence de réseau. Et il est donc destiné à être utilisé dans des petites entreprises, comme nous le disions. Donc, dans la plupart des cas, ces réseaux sont configurés pour des entreprises privées ou des particuliers qui sont des travailleurs indépendants. Donc, les réseaux SOHO sont les petits LAN, donc généralement composés de moins de 10 ordinateurs. Et donc, les serveurs de services réseau tels que serveurs DNS, serveurs de messagerie, serveurs web, etc. sont généralement configurés en dehors du réseau SOHO. Donc, ces serveurs sont généralement déployés au niveau des clouds et puis consultés donc à partir du site du client. Donc là, nous avons un exemple d'architecture de réseau SOHO. Donc, nous avons sur cette architecture donc un switch sur lequel les postes, tous les différents postes sont connectés, et puis un routeur qui nous offre donc la connexion au réseau cloud Internet. Voilà, donc c'est vraiment des architectures assez simples qui sont déployées dans les petites entreprises aujourd'hui. Nous avons une autre architecture là. Donc là, nous avons une architecture un peu plus complexe avec toujours le switch qui est connecté donc aux différents éléments et un point d'accès qui va offrir donc la connectivité sans fil à des postes sans fil. Et puis nous avons toujours le seul routeur donc qui est connecté donc à Internet pour pouvoir avoir accès donc aux services de cette entreprise déployés au niveau du cloud, et puis à travers donc un pare-feu pour pouvoir sécuriser les échanges. Donc voilà, ce qui concerne donc les architectures SOHO. Nous avons également le principe on-premise et cloud. Donc on-premise et cloud, c'est des environnements vraiment typiques dont les data centers hébergeaient traditionnellement donc les infrastructures d'entreprises centralisées. Donc généralement, les entreprises déployaient tout un réseau pour pouvoir sécuriser leurs informations et les utiliser. Mais donc, c'est-à-dire une infrastructure on-premise ou bien sur site. Donc, ce qui implique donc que les entreprises ont un contrôle total sur le réseau et le stockage. Ils ont un stockage assez conséquent
c'est-à-dire que des capacités de stockage assez conséquentes et également ils ont leur propre logiciel, quoi, dont les composants logiciels leur appartiennent, dont tout leur appartient. Ils ont un contrôle absolu de leur infrastructure. Donc, au fur et à mesure donc, les offres de cloud public ont commencé à être offertes, beaucoup d'entreprises se sont donc tournées vers ces offres-là, abandonnant donc les architectures sur site qui consistaient à déployer leur propre LAN avec toutes ces choses-là. Donc l'architecture on-premise est en train de laisser place à l'architecture cloud où les entreprises préfèrent loger leurs serveurs hors de leur site. Donc sur Internet, par exemple, ils vont prendre des capacités auprès d'un hébergeur de cloud et puis ils vont pouvoir donc se connecter à ce cloud-là pour pouvoir avoir accès à leurs services. Donc, par exemple, serveur DNS délocalisé, serveur messagerie délocalisé et bien d'autres serveurs de cette entreprise pourraient donc être délocalisés et utilisés donc plutôt à travers des sites distants comme nous avons vu donc précédemment avec l'architecture SOHO. Donc beaucoup d'entreprises, surtout les petites entreprises, le font aujourd'hui. Et voilà donc ce que nous pouvons dire sur les architectures des réseaux. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Retrouvons-nous donc prochainement pour une autre leçon sur les fondamentaux sur les réseaux informatiques. Je vous remercie.